Bonjour Raphaël Enthoven, Bonjour à vous. merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Vous êtes philosophe et Mmh. essayiste. En 2022, qu'est-ce que faire de la philosophie? En 2022 comme, avant, c'est la même chose, hein, c'est le même exercice. Faire de la philosophie, c'est s'étonner de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est trouver surprenant quelque chose, qui paraît coutumier. Le 1er ou l'un des premiers à le faire, par exemple, c'est Newton. Il voit une pomme tomber. Il a l'habitude de voir les pommes tomber, mais il choisit de s'en étonner et d'étonnement en étonnement, il finit par trouver une solution. La philosophie, c'est ça. La philosophie, c'est ça. Alors, que l'étonnement débouche sur une solution ou sur un étonnement renouvelé, d'une certaine manière, peu importe. Mais le point de départ, c'est ça. En 2022, c'est la même chose. C'est-à-dire faire de la philosophie en 2022 sur la place publique, c'est ne pas renoncer à s'étonner de ce qu'on nous présente comme normal. Par exemple, on nous présente comme normal ou habituel le fait que des gens qui n'ont jamais transgressé la loi vivent sous protection policière. On s'y habitue, on trouve ça normal, on dit que c'est un fait de l'époque. Eh bien non, non. Faire de la philosophie, c'est s'étonner de cela. On trouve normal, par exemple, que des individus qui luttent contre le racisme le fassent en pratiquant la non-mixité. Eh ben non. Non, non, ça reste étonnant, si vous voulez. C'est-à-dire que on doit maintenir vivace le goût de ne pas se satisfaire des effets de pouvoir induits par un certain langage. Que ce langage vienne d'en haut ou qu'il vienne d'à côté. Et j'ajouterais à ça que faire de la philosophie, paradoxalement, et là peut-être il y a une différence, faire de la philosophie en 2022 dans une démocratie, c'est réfléchir en permanence sur la notion de liberté parce qu'elle n'a pas d'adversaire et que pour cette raison, elle est en grand danger. Voilà. Mais alors, vous parlez d'étonnement. Est-ce que la philosophie a aujourd'hui la place qu'elle mérite dans le débat politique? C'est le débat qui n'a pas la place qu'il mérite dans le débat politique. Le débat politique fait grand cas du débat et pourtant il en organise très peu. On voit rarement un débat où des gens de bonne volonté, en bonne intelligence, en sympathie, c'est-à-dire en différence, mais en différence respectueuse, échangent de véritables arguments. C'est-à-dire on ne voit pas un débat où des individus sont là pour avancer dans le chemin de la raison et au besoin se laisser convaincre par l'autre. Non, un débat n'est qu'un combat où des individus mandatés par leurs ouailles sont là pour décliner une certaine vision du monde à l'attention des gens qui pensent comme eux. De sorte qu'en guise de débat, c'est Deleuze qui disait ça, mais déjà dans les années 70, on a une juxtaposition de monologues nerveux. Donc le problème, si vous voulez, c'est pas l'absence de la philosophie dans le débat, c'est l'absence de débat véritable. Or, l'exercice de la philosophie est de ce point de vue facteur de liberté, à mon avis, producteur de liberté, dans la mesure où faire de la philo en classe, n'importe quel prof de terminale peut vous le dire, faire de la philo dans une classe, c'est quand on est confronté, par exemple, à une dispute, c'est trouver les moyens d'en faire une discussion. Quand on est confronté à un affrontement, trouver les moyens d'en faire un débat, précisément. Faire involuer le combat ou évoluer le combat en débat. C'est le travail du prof de philo. Le prof de philo n'a pas pour tâche d'organiser la victoire d'une opinion sur une autre, mais d'organiser les conditions de possibilité, un ring commun à des opinions qui deviennent soudain des arguments. Et c'est en cela que je ne sais pas si la philosophie a suffisamment de place dans le débat public. Je sais qu'il y a un sens dans le débat public à injecter de la dialectique, du temps long et des arguments là où les individus s'identifient à ce qu'ils pensent. Alors, le débat est mort et vous dites que vous ne savez pas si la philosophie a suffisamment de place. Euh, J'aimerais parler davantage de la place du J'ai pas dit philosophe. qu'il était mort, j'ai dit qu'il était rare. Il était rare. Voilà. Il est rare, c'est vrai. Ça veut Euh, dire qu'il est vivant. Dans la cité idéale de Platon, c'est le philosophe roi qui dirige car il est désintéressé et ne désire pas le pouvoir. En réactualisant sa démarche, qui verriez-vous diriger votre société moderne idéale? On ne réactualise pas du tout la démarche de Platon dans la société ouverte et ses ennemis, dans la première partie de La Société ouverte et ses ennemis, qui est un grand livre indûment tombé dans l'oubli aujourd'hui, de Karl Popper. Karl Popper examine la République de Platon et montre excellemment, je dois dire, à quel point, si l'on suit à la lettre les prescriptions de Platon dans la Callipolis, dans la cité idéale qu'il se représente, alors on est en présence de la matrice du pire et de tous les totalitarismes. Le grand paradoxe de la cité idéale platonicienne, c'est que c'est une structure parfaitement conservatrice et hiérarchique,
isomorphisme, en isomorphisme avec la structure de l'individu. Comme nous avons une âme, un cœur et un bas-ventre, il y a le philosophe roi, le paysan, enfin le soldat défenseur et le paysan nourricier. Euh, c'est une cité où la justice n'est pas que chacun ait la même chance ou que chacun puisse faire la même chose, mais où la justice, c'est que chacun excelle en son domaine. Et c'est ça qui est étonnamment moderne dans la cité idéale. Il y a toujours à prendre dans les œuvres de Platon, évidemment, et en particulier là, c'est-à-dire il y a à prendre dans l'idée, proprement adaptable à la démocratie pour le coup, que le sens de notre vie est à chercher dans l'excellence de ce que nous faisons. Alors, Platon s'en sert pour justifier que chacun reste à sa place. Mais peu importe l'usage qu'il en fait. En revanche, parce qu'on peut aujourd'hui s'en servir comme une célébration de la difficulté de vivre en démocratie, c'est-à-dire de la difficulté d'être libre dans un monde qui ne promet que lui-même et où nous sommes rendus à notre propre vie. Être rendu à sa propre vie, c'est soit faire le parti d'en jouir à tout prix et de mourir avec un goût de cendre dans la bouche, soit faire le parti d'exceller autant que possible, c'est-à-dire d'aller aussi loin qu'on peut. Et il y a dans la lecture de Platon, à mon avis, un enseignement de cette nature. Mais on aurait tort de le transposer. Et donc je ne veux pas répondre à votre question parce que je ne voudrais pas vivre dans la cité idéale de Platon. Mais je voudrais vivre dans un monde où chacun a lu la République. Parce que ça faciliterait l'échange, ça faciliterait la discussion. Parce que dans la République, par exemple, Platon, les critiques qu'il formule à l'égard de la démocratie, notamment l'instabilité de l'homme démocratique, c'est une partie, c'est le 8e chapitre, enfin c'est la 8e partie de la République. En fait, le portrait qu'il fournit de l'homme démocratique, qui un jour est sobre, un jour est ivre, un jour s'intéresse aux affaires de la cité, un jour reste chez lui, etc., donc de l'instable homme démocratique, est en fait le premier portrait, mais en pire, de ce que Figaro dira de lui-même, le Figaro de Beaumarchais, juste avant la Révolution française. Donc Platon inaugure de ce point de vue un modèle qui est très intéressant, qui est: peut-on constituer un pouvoir stable sur un individu volatile? Et en réalité, ce qui, à ses yeux, fait la faiblesse de la démocratie, c'est-à-dire la volatilité de l'individu démocratique rendu à lui-même, peut également en faire la stabilité et la solidité, parce que qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est un régime qui vous autorise à être égoïste. C'est un régime qui parie sur votre médiocrité. Et la grandeur de ce régime tient aussi à ça, et c'est ce que Platon n'avait pas entrevu, à mon avis. Merci de nous avoir éclairés. Aujourd'hui, la démocratie est parfois confrontée à la place grandissante des experts. On parle parfois de technocratie. Selon vous, quelle doit être la place des experts? On a vu que le conseil scientifique, durant la crise du Covid, avait un poids politique. Qu'en pensez-vous? L'expertise en démocratie est une victime expiatoire. C'est la cible favorite, en fait, des démocrates. Et je mets le mot ici de démocrate entre guillemets pour une raison simple, c'est que toute démocratie est affectée par plusieurs pathologies. La première d'entre elles, et probablement la plus délétère, c'est la confusion entre l'égalité des droits et l'équivalence des compétences. C'est une pathologie qui remonte au sans-culotte, qui voulait démontrer, Gracchus Babeuf, il y a des textes de Gracchus Babeuf où il explique que l'inégalité des compétences est en fait une invention de la bourgeoisie, je ne sais plus comment il dit ça. Mais c'est la même idée, c'est-à-dire que les démocraties vivent sous l'illusion, souvent, enfin favorisent l'illusion que l'égalité des droits est une équivalence des compétences. Ça donne des débats surréalistes entre des platistes et des astronomes, ou entre des fans de Didier Raoult et des vrais médecins, si vous voulez. Et tout ça sur la même place publique, c'est-à-dire au même endroit, dans le même espace. Et on est obligé de composer dans le débat public avec des gens qui savent et des gens qui ont le sentiment que ceux qui savent leur ont volé le savoir qu'ils détiennent et que eux-mêmes en savent autant qu'eux puisqu'ils ont le droit d'en savoir autant qu'eux. Le résultat de ça, c'est la fin du débat. Bien sûr, c'est la fin de la discussion et c'est une involution considérable de la science. C'est-à-dire c'est une minoration de la science. On a cessé de faire de la rationalité le centre de la discussion pour en faire une option parmi d'autres, nantie de qualités objectives et lestée de défauts considérables comme l'exercice d'une oppression ou je ne sais quoi. Bref, on a fait passer la morale avant la raison dans le débat public et j'ai oublié votre question. Le rôle des experts. Et donc, dans ce cadre-là, les experts ont très mauvaise presse, bien sûr. Les experts ont mauvaise presse. C'est un vieux tropisme poujadiste. Dans les années 50, Poujade parlait de Mendès France fichu comme une bouteille de Vichy, avec une excroissance de la tête qu'il fallait décapiter pour son bien-être. C'est-à-dire que l'expert,
Ça a toujours été celui qui, au départ, c'était l'inspecteur du fisc, c'était l'homme de chiffres qui venait opposer un savoir abstrait et squelettique à la réalité du travail fourni, à la chaleur de la générosité française, des petits commerçants, etc. Donc l'expert, ça a d'abord été l'inspecteur des impôts, en vérité. Et puis, chemin faisant, l'expert, ça a été le scientifique qui, pour son malheur, dit ce qu'il croit vrai et non ce que les gens auraient plaisir à entendre. Et ce faisant, dans un monde où l'on a tendance à penser que toute contradiction est une inimitié, que toute adversité est un obstacle, eh bien, l'expert étant le porte-parole d'une adversité qui s'appelle le réel, il a mauvaise presse, il est mal vu, il est mal perçu. Et donc, reste que, il faut se réjouir du mouvement démocratique par lequel l'expertise elle-même prétend se démocratiser. C'est-à-dire que c'est un double mouvement. Il faut à la fois se réjouir de la capacité, ou comment dire, d'une égalisation des conditions d'accès au savoir par les moyens dont dispose à peu près chacun aujourd'hui, et déplorer en même temps le fait que cette égalisation tendancielle des moyens d'accès au savoir débouche sur la promotion du n'importe quoi par des gens qui, n'étant pas formés, adhèrent à des sottises. Et donc pour conjurer cela, il y a, du point de vue de l'expertise, un effort considérable en matière de transparence et de transmission à fournir. Ce sont les deux clés, en réalité, de la liberté reconquise, la transparence et la transmission. Rien n'est pire que le sentiment d'un savoir opaque, dont la détention, du coup, est le privilège de certains et exclut totalement les autres. Laissez-nous faire, ayez confiance, comité scientifique. Rien n'est pire que ce sentiment-là. Ou si peut-être une seule chose est pire que cela, c'est le fait de considérer que démocratiquement, n'importe qui est plus fondé qu'un expert à gouverner. C'est ça. Et si vous voulez, entre ces deux écueils, il y a la démocratisation de l'expertise par la transparence et la transmission. Donc c'est compatible, expert, démocrate, philosophe? C'est un débat, c'est inévitablement conflictuel. L'expertise est inévitablement conflictuelle, en conflit avec la démocratie. Et vous avez raison de parler de Platon. Effectivement, pour Platon, la question ne se pose pas. Mais les détenteurs du savoir ont pour fonction de détenir le savoir. Mais c'est précisément parce qu'on a cette perception-là de celui qui détient le savoir, qu'on lui fait le grief du savoir qu'il détient et qu'on fait comme s'il avait dépossédé les autres du savoir qui est le sien, et comme si, pour cette raison, le savoir qui est le sien était en réalité l'alibi de l'oppression qu'il exerce sur les autres. Ce discours-là a le tort d'être indémontrable, irréfutable, et de donner bonne conscience à celui qui le tient, et de compromettre ou de conjurer la possibilité, 1, d'apprendre, 2, de discuter. Merci. En parlant de ceux qui dirigent, du type de régime politique, nous interrogeons également le concept de nation. En 1882, Ernest Renan se demandait ce qu'était une nation. En 2022, la question est brûlante, avec des candidats autoproclamés patriotes qui la mettent en avant. Quelle est votre définition, vous, de la nation, et croyez-vous qu'elle existe encore face au communautarisme multiple et au souhait de créolisation de Jean-Luc Mélenchon? Moi, j'adhère à tous égards à la définition qu'Ernest Renan donne de la nation, dont il refuse de faire une pensée magique, dont il refuse de faire le fait d'une langue unique, puisqu'il décrit des nations qui ont plusieurs langues, dont il refuse de faire même un fait de géographie, dont il refuse de faire un fait essentiel. C'est-à-dire, j'adore dans le texte de Renan le fait qu'il, paradoxalement, tout en donnant une véritable définition de la nation, ce plébiscite renouvelé, quotidien, servi par une histoire commune et la conscience ou la connaissance d'une histoire commune, mais ce plébiscite constant, j'aime que la définition qu'il donne de la nation prenne le contre-pied en réalité de ce que Fichte pouvait en dire au début du XIXe siècle. Fichte tellurisait l'appartenance à la nation allemande, romanticisait l'appartenance à la nation allemande. Renan fait exactement le contraire. C'est la conception déracinée de la nation. C'est une conception de la nation qui ne parie pas tant sur la racine que sur la branche qu'on produit, que sur le fruit. Et ça, c'est très très beau. C'est un texte, pour cette raison, que je trouve absolument magnifique. C'est aussi la raison pour laquelle
Euh, je ne vois pas, comment dire, euh, je ne vois pas le danger de la créolisation selon Jean-Luc Mélenchon. C'est qu'il n'a pas compris le concept de créolisation. C'est ça qui est dangereux en vérité, c'est qu'il a cru trouver une sorte d'œuf de Colomb qui lui permettait de vendre de l'identité tout en défendant sa propre identité, tout en passant pour un homme ouvert d'esprit et un homme cultivé, mais il n'a pas compris la créolisation, c'est-à-dire qu'il réduit la créolisation à la diversité. Ce qu'il appelle créolisation, c'est le fait de la diversité. Mais personne ne conteste le fait de la diversité. On conteste le fait que la diversité soit une valeur en soi. C'est tout. La couleur de la peau n'est une valeur en soi pour personne. La couleur de la peau n'est pas un dispensateur magique de vertu. L'idéologie diversitaire considère que tel individu, selon la couleur de sa peau, doit être nanti de privilèges spécifiques. Ceci est fou. Et donc, Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui tire ce qu'il croit savoir de la créolisation du côté du diversitarisme. Alors que la créolisation, c'est quantité de choses, mais, pour le dire le plus simplement possible, c'est une altérité dont le maintien ne contredit pas l'idée d'universel. C'est une différence non soluble dans l'acceptation collective de l'universel. La créolisation, c'est même faire de l'universel la condition de possibilité des véritables différences entre les êtres, c'est-à-dire des différences non substantielles, mais des différences de langage, des différences de poésie, des espaces mentaux différents. C'est-à-dire de tout ce qui, dans l'univers de la différence, n'est pas conflictuel, n'est pas polémique, mais dont la rencontre est féconde. La créolisation, c'est ça. Et c'est ce que Jean-Luc Mélenchon est incapable de penser, qui se sert de la créolisation comme d'un outil de promotion de sa vision du monde. Donc je ne vois pas, si vous voulez, ce qui me paraît dangereux avec Jean-Luc Mélenchon, c'est pas qu'il injecte le virus de la créolisation mortifère dans une nation homogène, tout ça est fantasmatique. Non, ce qui m'inquiète, c'est que Jean-Luc Mélenchon injecte le virus d'une ignorance érudite dans le débat depuis des années. Et donc la nation a encore de l'avenir, selon vous? L'idée de nation a un passé comme elle a un avenir. Plus les racines d'un arbre sont profondes, plus ses cimes sont élevées. L'idée de nation n'est soluble ni dans le procès qui lui est fait en permanence ou qui l'accable de tous les maux de la terre. Je vais vous dire, ce qui met en danger en vérité, ce qui met en danger l'idée de nation, c'est le déni de ces pages sombres. Voilà. Ce qui met en danger la France, c'est le déni de ces pages sombres. Ce qui met en danger de façon générale une nation, c'est le déni de ce qu'elle a fait. Les Turcs sont dans le déni du génocide sur lequel leur État est né. Ce déni-là, à mon avis, compromet l'idée de nation dans la mesure où elle l'associe à quelque chose qui relève de la frénésie ou du fanatisme. C'est mal aimer son pays que de vouloir en bannir les pages sombres. Comme dit Camus, je voudrais aimer mon pays tout en aimant la justice. Et à mon avis, l'idée de nation a tout à perdre à avoir de si mauvais défenseurs qu'ils interdisent toute critique, toute exhumation de crimes, toute page sombre. Voilà. Le véritable danger, il est là, plus que dans les tentations communautaires de dislocation de la société, qui d'une manière ou d'une autre finiront par se retourner contre elles-mêmes, à mon avis. Moi, je vois la nation en danger quand la défense de la nation prend la forme d'un indigénisme patriotique qui célèbre la francité comme une valeur absolue, comme une valeur en soi, c'est-à-dire qui entretient avec la nation un rapport de supporter et plus un rapport de citoyen. C'est français donc c'est bien, c'est français donc c'est beau. Qu'est-ce que c'est con de penser comme ça? C'est-à-dire c'est l'extension à l'échelle de la France des imbéciles heureux qui sont nés quelque part et dont le crottin sent meilleur que celui du voisin, si vous voulez. C'est cette façon très pauvre de défendre la nation, de considérer qu'elle n'a aucun vice parce que c'est la sienne, qui me paraît la mettre en danger, plus sûrement que les gens qui veulent réécrire son histoire ou que les gens qui imaginent sa souveraineté dans un ensemble européen où elle n'abjure rien de ce qui fait d'elle une nation, à mon avis. Justement, qui dit nation dit souveraineté nationale, et celle-ci est souvent confrontée à la souveraineté européenne. Vous avez affirmé que la guerre en Ukraine était pour l'Europe une raison d'être, de s'unifier. Quelle forme d'union imaginez-vous et jusqu'où cette unification peut-elle aller?
Je ne vois pas de conflit, moi, entre la souveraineté nationale et la souveraineté européenne, pour une raison d'ailleurs très simple, ça s'est étayé par l'histoire. On ne connaît pas, hein, jusqu'à présent, on est en 2022, on ne connaît pas, depuis que la question se pose, de décision prise par la Commission européenne qui aille contre les intérêts de la France, c'est-à-dire qui entre en contradiction avec une décision qui eût été majoritairement votée en France. Voilà, on ne le connaît pas. Le seul exemple qu'on oppose en général à cette objection, c'est le référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005, avec l'épisode de Lisbonne. Sauf que moi, je ne vois rien d'antidémocratique dans le fait de ratifier par voie référendaire un traité européen, dans la mesure où tous les autres l'avaient été, et je ne vois rien d'antidémocratique dans les dispositions qui ont été prévues, qui ne sont pas exactement celles du traité de 2005, mais qui en elles-mêmes constituent des aménagements auxquels aujourd'hui tiennent à peu près tous les gens qui s'opposaient au traité de Lisbonne. Donc bon, il ne me paraît pas là qu'on est en présence d'un déni de démocratie, mais sur le fond, je ne vois pas non plus dans la construction européenne quoi que ce soit qui entrave en réalité la souveraineté des États, dans la mesure où on n'a pas confondu la souveraineté des États avec le droit de faire n'importe quoi des finances et de délirer avec son budget ou bien de mener des politiques qui en elles-mêmes seraient suicidaires à terme. Donc voilà, c'est un filet de sécurité qu'on peut estimer et qu'on peut tenir pour une contrainte, mais qui me paraît, moi, vertueux et en aucun cas attentatoire à la souveraineté des individus et à la souveraineté des États. Reste que, il y avait d'autres choses à dire sur l'Europe, sur la question européenne. Oui, 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 oui. Le grand paradoxe de ce vieux continent, qui est quand même l'origine du monde, c'est quand même là que c'est apparu. Disons, c'est là que la Grèce est née. Donc c'est l'une des origines du monde, incontestablement. Le grand paradoxe de ce très vieux continent, c'est que s'unir est le seul horizon, le seul au-delà, la seule transcendance qu'il puisse offrir aux démocraties qui le composent. Il faut revenir un instant sur ce que c'est que de vivre en démocratie. Vivre en démocratie, c'est vivre dans un régime qui garantit le maximum de liberté. Un régime qui garantit le maximum de liberté est un régime dont on ne veut pas sortir. C'est-à-dire que même les gens qui contestent la démocratie où nous vivons, la démocratie libérale, procédurale où on vit, sont des gens qui prétendent le faire au nom de davantage de démocratie. Donc c'est toujours au nom de plus de démocratie qu'on combat la démocratie. On ne veut jamais sortir de la démocratie. La démocratie est un horizon clos. Nous sommes libres dans un horizon clos. Et c'est pour ça que Sisyphe est une figure si importante en démocratie, parce que Sisyphe, c'est celui qui apprend à vouloir ce qu'on le condamne à faire. Et c'est pas de la soumission, ça. C'est au contraire de la libération par l'acceptation de sa propre condition. Et donc, l'homme démocratique doit apprendre à désirer ce qu'il possède déjà. Et comme il n'arrive pas à le faire, il s'invente qu'il vit en dictature en France parce qu'il y a des lois sanitaires, il veut décapiter son président, il s'invente que la Russie c'est mieux, enfin bref, il s'invente un au-delà qui n'existe pas. Et au lieu de ces palliatifs, le meilleur enseignement qu'on puisse transmettre à un homme démocratique, c'est précisément l'apprentissage de l'acceptation de la condition qui est la sienne, qui n'est pas du conservatisme, ni du réalisme, c'est uniquement le fait de dire que il ne peut pas, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas, c'est le moins pire des endroits, tout simplement. C'est le moins pire des endroits et c'est celui où il doit apprendre à vivre. Et j'ai oublié votre question parce que du coup ça m'a emmené trop loin cette histoire, mais c'est important. Et ben justement, l'Europe offre à ces démocrates qui s'emmerdent, à ces démocrates en bore-out que nous sommes, le contrepoint d'une transcendance. Le seul but, la seule utopie, la seule construction qui dépasse le strict cadre démocratique où nous végétons et où nous moisissons, c'est l'Europe, c'est la construction européenne. C'est le paradoxe. C'est-à-dire que l'Europe a fourni une utopie concrète, une utopie dont la réalisation n'est pas utopique et dont l'avènement ne serait pas délétère. C'est extraordinaire d'avoir un outil comme ça sous la main. Or, cet outil-là peine à naître, peine à se démocratiser, pour 1000 raisons, qui tiennent d'abord à son mode de fonctionnement, au fait que si on avait emprunté la voie référendaire dès le début, ou la voie démocratique dès le début, il n'y aurait jamais eu de construction européenne dès le départ, parce que les pays s'étaient entretués. Il fallait à l'époque être fonctionnaliste dans son approche de la construction européenne. On ne pouvait pas la construire par les grands principes, il fallait la construire par le commerce. Bon, c'est un continent
qui s'unifie par le pire de ses aspects, c'est-à-dire par la marchandise, et qui donne le sentiment qu'il peine à donner corps politique à son existence. Ce qui, au passage, d'ailleurs, est opposable à tous les discours souverainistes, parce qu'un discours souverainiste est un discours qui dit en Europe, le vote étant à l'unanimité, on ne peut jamais rien faire, donc c'est l'impuissance politique. Mais à la seconde où le vote passe à la majorité, on dit en Europe, le vote passe à la majorité, ça veut dire qu'on peut se voir imposer des décisions qu'on n'a pas prises et par conséquent, c'est un déni de souveraineté. Donc, si vous voulez, le souverainisme, dans les deux cas, le système, le dogme souverainiste a intégré l'idée que de toute façon, l'Europe était liberticide. Mais ce continent-là en gestation, dont la naissance politique n'est pas encore complètement aboutie, se voit soudain en situation d'urgence, c'est-à-dire se voit soudain objectivement menacé. Nous n'avions pas, depuis 1945, d'équivalent à la Russie aujourd'hui. Alors, il y avait le contrepoint de la guerre froide, mais l'Europe elle-même était scindée. Depuis que l'Europe est unie, nous n'avons pas eu de titans, de monstres froids, d'adversaires suffisamment sombres et détestables pour souder les volontés et donner le sentiment que la politique était urgente. Et c'est ce sentiment-là qui est apparu. C'est l'émergence d'une Europe politique, ce qui est beaucoup plus intéressant que l'Europe de la marchandise, même si les deux vont ensemble. Donc, j'allais vous poser la question des intérêts de la France dans la guerre en Ukraine, mais en fait, je devrais plutôt dire quels sont les intérêts de l'Europe, en fait, dans votre logique. Les intérêts de la France et les intérêts de l'Europe sont strictement convergents dans le cas de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Et le seul intérêt, si j'ose dire, de cette tragédie, c'est précisément de faire sentir à quel point il est essentiel, urgent, indispensable de s'unir face à l'adversité qui pointe. L'urgence de le faire, s'il fallait avérer cette urgence, comment dire, c'est l'un des paradoxes de Poutine. Poutine répand toujours le chaos à l'extérieur et veut instaurer l'ordre à l'intérieur de ses frontières. En la circonstance, c'est pas du chaos qu'il a répandu, c'est de la structure. Il a donné une colonne vertébrale à un continent honni. Il a rendu spectaculaire l'emploi des fake news. Il a mis 700 millions de personnes en situation de ne pas pouvoir douter que le type se moquait d'eux. Et ceci me paraît non seulement mauvais pour lui, mais surtout extrêmement formateur, au sens propre du terme. Par ailleurs, votre question porte sur l'intérêt qu'on peut avoir à conduire telle ou telle action, à avoir telle ou telle diplomatie. C'est tout le sens de la construction européenne. On est au-delà de l'intérêt ici. C'est-à-dire que le strict calcul aronien de l'intérêt qu'on peut avoir à s'entendre ou à ne pas s'entendre, la neutralisation morale des relations diplomatiques, telles que Raymond Aron la pense dans Guerre et paix entre les nations, la nécessité dans laquelle nous sommes de composer avec des individus loin du filtre moral. Les diplomates pensent par-delà bien et mal. La logique de l'intérêt prévaut. Ce ne sont pas les diplomates qui font le monde, ce sont les diplomates qui gèrent le monde que d'autres ont fait et dont ils ont hérité de la gestion. La logique de l'intérêt n'est pas la logique qui prévaut à de grands moments de l'histoire. Et quand un continent se voit contraint de naître politiquement sous l'effet d'une menace pareille, on n'est plus dans un discours qui est celui de l'intérêt, on est dans un discours qui est celui de la survie. Ce n'est pas la même chose. L'enjeu n'est pas ici de préserver ou de maintenir les intérêts d'un pays, l'enjeu c'est de maintenir l'indépendance d'un pays face à un prédateur. Oui, mais nous ne devons pas penser uniquement à l'Est. Par exemple, nous avons à l'Ouest les États-Unis, et face à eux, peut-être qu'eux vont davantage penser à leurs intérêts économiques, et nous allons nous appauvrir face à eux. Pourquoi est-ce qu'on s'appauvrirait face aux États-Unis? Enfin, dans quelle mesure est-ce que le fait que le continent européen se constitue en contrepoint à la menace objective, militaire et nucléaire des Russes, en quoi cela serait-il une façon de faire allégeance à l'autre, si vous voulez, à l'autre côté des choses. Pas forcément indépendamment du fait qu'il n'y a aucune symétrie entre les deux. Si vous voulez, entre New York et Moscou, il fallait vivre à New York. Tout le monde aurait préféré vivre à New York, à commencer par les apparatchiks moscovites. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'équilibre à chercher entre les deux, et de la même manière qu'il n'y a pas d'équilibre à trouver entre... De la même manière que les gens qui disent si Poutine a envahi l'Ukraine, c'est à cause de l'OTAN, sont des gens qui disent quand une jeune femme se fait agresser dans la rue qu'elle a mis une jupe trop courte, si vous voulez. C'est aussi cette façon-là de raisonner tient peu
L'enjeu, c'est de construire politiquement un continent qui soit homogène face à des structures continentales qui, qu'elles soient démocrates ou non, feront, elles, le calcul global de leur intérêt. Donc, la présence des États-Unis n'est pas un moindre argument, à mon avis, pour l'Europe de se constituer politiquement, de se structurer politiquement et d'homogénéiser les décisions qu'elle prend. Des États-Unis ou de la Chine, par Oui, ou exemple. de la Chine, oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, la présence de géants, comment dire, si vous faites 67 cm dans un endroit où les gens mesurent 10 mètres, comme la Chine, par exemple, comment dire, il vaut mieux que vous mesuriez 7 mètres 50 ou 6 mètres 50, voilà. Si on compare, si chaque million d'Européens est un centimètre, ça donne ça. Merci. Cette guerre... Peut-être, non, enfin, Ouais. non, je crois pas, je suis arrivé à 7 milliards, enfin, on s'en fout, vous avez compris. Cette guerre a par ailleurs joué un rôle dans l'élection présidentielle, où on a pu entendre qu'il ne fallait pas changer un capitaine dans la tempête. Le président Emmanuel Macron a été réélu et a formé récemment son gouvernement. Que pensez-vous de la nomination de Pape Ndiaye comme ministre de l'Éducation nationale? Je suis... Alors, juste un point dans votre question, est-ce que vous présumez que la guerre en Ukraine est à l'origine de sa réélection? Non. Enfin, c'est ce que Je dis votre qu'elle a- question elle a- donnait le elle a- sentiment Ah, de dire. Il ne s'est pas passé pour Macron ce qui s'est passé pour Bush au moment de la Seconde Guerre en Irak. La Seconde Guerre d'Irak a objectivement permis la réélection de George Bush, dont le bilan n'était pas terrible. La guerre en Ukraine est un facteur éventuel de réélection d'Emmanuel Macron. Ça n'a pas joué en sa défaveur. Mais enfin, pardon, les jeux étaient pliés, c'est-à-dire qu'il y avait tellement personne en face, si vous voulez, que lui, il avait un bilan, et avec en plus un chômage qui baisse, et en face, il y avait quand même personne. Il y avait Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, c'est-à-dire que le niveau était encore moindre qu'en 2017. Si Macron a gagné, c'est aussi parce qu'il n'avait pas d'adversaire. Peut-être est-il l'artisan du fait de ne pas avoir eu d'adversaire, mais bon, on était quand même face à quelque chose qui, d'une certaine manière, n'était pas en mesure de prendre en aucune manière le pouvoir. Enfin bref, on clôt le chapitre des élections. La nomination de Papa Ndiaye, moi, me surprend parce que il faut mettre de côté les opinions, en fait. Il faut mettre de côté ce qu'on pense. C'est-à-dire que... Et pour le mettre de côté, il faut le confesser. Moi, je suis très républicain. Je me suis trouvé quasiment en accord à peu près tout le temps avec ce que disait Jean-Michel Blanquer. Je suis très républicain, très attaché à ça. Et d'autres étaient... Et donc, j'ai lu les textes de Papa Ndiaye, j'ai écouté Papa Ndiaye, qui m'a jamais paru, qui m'a paru un adversaire intéressant, intelligent, mais dont je ne partageais pas les thèses. D'autres ne sont pas du tout républicains, mais qu'on soit très républicain ou qu'on ne le soit pas, chacun peut convenir que mettre à la tête du ministère de l'Éducation nationale des gens qui pensent si différemment, c'est faire peu de cas de ce que pense celui qui dirige le ministère de l'Éducation nationale. Et c'est ça qui m'inquiète en fait. C'est-à-dire que la nomination de Papa Ndiaye, je ne sais pas ce que ça va donner. Le premier geste d'aller à Conflans-Sainte-Honorine, la première prise de parole où il mentionne Samuel Paty, c'est la mention liminaire de Samuel Paty, tout ça me paraît d'excellent augure. Ça ne suffit pas, mais c'est très bien. Et peut-être que le type va être formidable. Mais, quand on pense comme moi que l'islamo-gauchisme n'est pas du tout une lubie de l'extrême droite, mais est une peste qui ronge l'école et l'université de façon gravissime, on s'inquiète d'avoir à la tête de l'éducation nationale quelqu'un qui manifestement ne pense pas comme ça, même s'il peut changer d'avis à ce sujet. Et quand on a tendance à penser comme moi que, quoi qu'il pense, un ministère doit être gouverné par des gens qui pensent à peu près la même chose, un ministère de cette importance, on est surpris de voir des gens si différents se succéder. Et ça pose une question très intéressante sur la plasticité du macronisme, ou plutôt la tentation plastique du macronisme. C'est-à-dire la possibilité pour ce courant de pensée, si vous voulez, ce libéralo-républicanisme qu'on appelle le macronisme à peu près, pour le meilleur, de se doter d'une colonne vertébrale républicaine, ou pour le pire, de devenir une sorte d'ectoplasme libéral compatible avec le séparatisme. C'était très étonnant que le même mouvement, par exemple, il y a 5 ans, accueille Jean-Michel Blanquer et Yacine Bellatar.
5 ans plus tard, c'est très étrange que le même mouvement organise la succession de Jean-Michel Blanquer par Pap Ndiaye. Et alors, est-ce que c'est une plasticité du mouvement, c'est-à-dire est-ce que c'est un renoncement, en somme, aux idées, au profit de considérations purement tactiques, une neutralisation des idées elles-mêmes au profit de considérations tactiques? Ce serait trop simple. Est-ce que c'est une façon de renouer avec d'anciennes amours présidentielles? Emmanuel Macron, en 2004, n'aurait jamais voté le vote sur la loi sur le port des signes religieux à l'école. Il était élève de Ricoeur, Ricoeur y était opposé, et à mon avis, pour des raisons très profondes, je pense qu'Emmanuel Macron n'aurait pas voté ça. Mais pourtant, c'est le même qui a fait la loi sur le séparatisme, la loi Darmanin, qui, à mon avis, est une très grande loi. Euh, je n'arrive pas à savoir si la République est un choix en ce qui le concerne, si la République est un choix temporaire, si on assiste à un retour aux sources après une parenthèse républicaine, ou si en réalité Pap Ndiaye est un parfait républicain qui va mettre les mains dans le cambouis pour défendre la liberté académique. Voilà, à l'heure où on se parle, j'en sais pas plus. Mais que répondez-vous aux Postcolonial Studies qui dénoncent un racisme structurel en France? Est-ce que pour vous c'est une réalité sociologique? Est-ce que ce sont des prises de position idéologiques? Non, la thèse du racisme structurel est une foutaise. Pour une raison très simple, c'est que c'est une thèse indémontrable. C'est une thèse indémontrable et donc irréfutable à ce titre. C'est-à-dire, vous antéposez le sentiment qu'il y a un racisme structurel. Comment ça marche? Comment ça se construit une thèse comme ça? C'est la méthodologie. On n'attaque pas une thèse par les principes, parce que sinon c'est principe contre principe. On l'attaque par la méthode. Méthodologiquement, comment est-ce qu'on obtient la thèse du racisme structurel ou du racisme systémique? On antépose l'idée que la société est structurellement raciste. La société. Et là-dessus, on va, dans la société, prélever les exemples qui vont dans le sens de la thèse qu'on a antéposée. Et on dit, et on tient ces exemples comme autant de preuves. Ce qui permet, quand il y a des contre-exemples, de les balayer en disant « oui, oui, mais regarde, moi j'ai ça dans la main ». C'est-à-dire de brandir des exemples supérieurs. « Ah, mais là tu me montres un exemple antiraciste, oui, mais moi j'ai plus d'exemples de racisme ». Et donc, c'est pas scientifique, ça. L'antéposition d'une thèse, ensuite étayée, faussement étayée, par les cas de figure qui vont dans son sens, ce n'est pas de la science. La science consiste à observer les phénomènes, à observer des tendances, à en tirer des théories qui sont des hypothèses qu'on soumet ensuite à réfutation. C'est exactement le contraire. Donc, les méthodes d'acquisition de l'idée même de racisme structurel ou de racisme systémique sont, à mon avis, en elles-mêmes fallacieuses. Et donc, ceci, d'ailleurs, devrait suffire, et c'est ça qui m'a stupéfait, mais on aura le temps de voir ce qu'il en pense, hein, mais ça devrait suffire, ça aurait dû suffire à détourner Pap Ndiaye de cette idée-là. Je dis, à un tel niveau d'étude, un homme de cette trempe ne peut pas ne pas s'apercevoir que c'est un dogme, qu'on est là en présence d'un dogme. Alors, il ne s'agit pas de dire que ça ne corresponde à aucune réalité. Encore une fois, c'est toute la nuance qu'il y a entre le fait de parler de violence policière ou de violence dans la police. C'est toute la différence entre le fait de parler de racisme policier, de racisme institutionnel policier ou de racisme dans la police. Et puis, il y a une autre dimension à ça. C'est que, depuis le 19e siècle, c'est une invention du marxisme, l'État est, pour le dire un peu rapidement, identifié à une sorte de superstructure destinée à asseoir la supériorité d'une classe sur une autre. En somme, l'État, c'est le bras armé de la bourgeoisie, si vous voulez. C'est ce qui nous fait dire aujourd'hui que la police défend les intérêts des riches parce qu'elle défend la propriété, des choses comme ça. Donc on retrouve des échos de ce discours-là. Eh bien, on retrouve un écho de ce discours-là, de ce procès fondamental fait à l'État, à toute structure étatique démocratique, dans le sentiment parfaitement indémontrable que l'État serait systémiquement raciste. Il était systémiquement bourgeois, comme il est aujourd'hui systémiquement raciste. C'est le même discours qui a juste changé de martyr, qui a changé de victime. C'est la victime qui a changé. La structure du discours est la même, et elle est toujours aussi vaine. Elle consiste à faire peser l'accusation irréfutable parce que indémontrable d'être État au service des intérêts soit des dominants, soit des blancs, soit de quiconque occupe la place temporaire de l'ennemi à abattre. Pourtant, cette opinion semble assez soutenue par une partie de l'opinion. On voit bien dans les sondages
où se situe Parce que les Nuque? gens confondent, mais parce que les gens confondent tout. Parce que si vous dites aux gens, croyez-vous qu'il y a du racisme dans la société? Vous trouvez vraiment qu'il n'y a pas de racisme dans la société? Oh bah si, je trouve qu'il y a du racisme. Ah alors on est d'accord. Eh ben voilà. Parce qu'on fait passer, si vous voulez, c'est de l'arnaque, parce que les gens ne réfléchissent pas plus que ça, et qu'ils entendent un truc, ils trouvent ça sympathique. Un type vient les voir en leur disant « Je lutte contre le racisme ». Ah, très bien, comment puis-je vous aider, monsieur? Eh bien voilà ce que j'ai appris, racisme systémique, etc. Qu'en pensez-vous? Ben, j'en sais rien, mais enfin, vous m'avez l'air sympathique, vous luttez contre le racisme. Ça ne fait pas de la personne convaincue un adhérent profond à la thèse du racisme systémique. Ça fait juste quelqu'un qui ne fait pas la différence entre un professionnel du racisme systémique d'un côté et un véritable militant antiraciste qui lutte pour l'égalité et non pas pour une ségrégation inversée, si vous voulez. Voilà, c'est tout. Ceci ne plaide pas en faveur d'une tendance profonde de l'opinion. Ça plaide juste en faveur du fait que les gens savent communiquer. Ils savent communiquer. Communiquer en la circonstance, c'est noyer le poisson. C'est faire croire qu'on n'est pas raciste soi-même quand on parle de racisme systémique. C'est faire croire qu'on n'est pas en train... Comment dire? C'est faire croire qu'on corrige une injustice en injectant l'injustice inverse. C'est faire croire ça. Rationnellement, ça se démonte assez facilement. Techniquement, c'est pas très compliqué à défaire. Mais en politique, c'est pas la rationalité qui prévaut, c'est la perception. Et la perception est sympathique. C'est sympathique. Des gens qui sont antiracistes, des gens qui sont de toutes les couleurs, des gens qui veulent le partage, le mélange, qui veulent inclure tout le Comment monde, lutter face à qui ça veulent alors? inclure tout le monde. Mmh. Et il y a plusieurs façons de lutter. La première, c'est la dialectique, c'est la rationalité, c'est de montrer qu'une logique de l'inclusion est une logique en réalité qui met les gens dans des cases. Alors certes, on n'oublie aucune case, mais on n'en reste pas moins dans des cases. L'inclusion à grande échelle, c'est un séparatisme. La macro-inclusion est un micro-séparatisme. On croit inclure tout le monde, et en réalité, comme en témoigne d'ailleurs cette addition absurde de lettres LGBTQ, plus, c'est-à-dire qu'il laisse entendre qu'il y en a d'autres encore, et qu'on n'en aura jamais fini avec la liste des gens à exclure en incluant, c'est-à-dire la liste des gens à mettre dans des cases pour ne pas les oublier. La logique de l'inclusion est une logique de la dislocation. Euh, ben, ceci s'expérimente, ceci s'éprouve dans le temps de la vie, ceci s'apprend. Je ne suis pas sûr, moi, que la pédagogie est une prise sur le désir qu'on a de croire que notre identité est une valeur en soi. Je ne suis pas sûr que les pédagogues soient plus convaincants que les démagogues. Quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Vous vous sentez exclu ?» Vous avez raison. Celui-là sera toujours plus écouté que celui qui dit « Vous avez de la chance de vivre dans un pays qui, en droit, au moins, accorde les mêmes droits à tous. » C'est plus amusant. La première version est plus amusante. Il y a plus de séduction à avoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à tout ça. Ça veut juste dire qu'il faut persister, quoi qu'il en soit, à dire ce qu'on croit vrai et non ce que les gens ont du plaisir à entendre. L'autre méthode, c'est la dérision. C'est-à-dire il faut se moquer des gens. Quand on ne peut rien faire. Face à un dogme, la rationalité est impuissante. C'est la méthode de Voltaire. Voltaire, en 1755, voit le tremblement de terre de Lisbonne et il entend le discours leibnizien ressurgir en disant voilà, c'est la volonté de Dieu, Dieu est bon, s'il a permis ça. Un monde dans lequel il n'y aurait pas eu cette catastrophe serait moins bon qu'un monde dans lequel elle a eu lieu puisque Dieu l'a voulu. Et il entend ça. Ça le rend fou. Direz-vous, c'est l'effet d'éternelle loi qui d'un Dieu libre et bon nécessite le choix. Et il décrit le calvaire. Et il comprend à ce moment-là qu'il ne peut pas réfuter les gens qui pensent comme ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien contre quelqu'un qui, face à un goulag, vous dira « Staline veut le bien de l'humanité ». Vous ne pouvez pas donner tort à celui-là. Vous ne pouvez pas donner tort à quelqu'un qui considère en période de pandémie que porter un masque est liberticide. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Celui-là est insaisissable. Il n'est pas saisissable par la raison. Il est saisissable par la dérision. C'est la méthode de Voltaire. Il a écrit Candide, c'est-à-dire qu'il confronte en permanence le discours du meilleur des mondes possibles à la totalité des calamités qu'un humain peut rencontrer dans sa vie. Et il laisse au lecteur le soin ensuite de choisir entre le réel, c'est-à-dire l'horreur, et le discours, c'est-à-dire le fantasme d'une harmonie cachée. Eh bien, en fait, cette méthode-là, elle est parfaitement adaptable à l'époque où nous vivons. L'époque où nous vivons est une époque où quand vous dites que 2 et 2 font 4, on vous accuse de conservatisme. Quand vous dites que vous êtes darwinien, on vous accuse de souhaiter l'esclavage. Ou quand vous dites que la Terre est ronde, on vous accuse d'être intolérant. Ou quand vous dites que ce que vous avez vu c'est ça, on vous accuse d'avoir l'esprit fermé à des faits alternatifs.
L'époque est ainsi faite, si vous voulez, que c'est au nom de l'ouverture d'esprit qu'on essaie de tuer le débat et qu'on essaie de se masquer le réel. Euh, la pédagogie, autant que la dérision, sont les deux seules armes, à mon avis, dont on dispose face à ça. Je ne suis pas sûr que ce soit efficace, mais je vois aucune raison de ne pas me battre. Et vous parlez de dérision, mais pourtant on a bien vu durant la campagne présidentielle que le ridicule ne tue pas. Non, c'est vrai. Non, non, le ridicule ne tue pas, mais le ridicule peut nuire quand même. Le ridicule ne tue pas, c'est vrai, en particulier en démocratie, euh, mais le ridicule peut nuire. C'est-à-dire que, comment dire, moi quand j'entends par exemple Sandrine Rousseau faire un discours dans lequel elle explique que le- l'amour du drapeau, c'est ce qui nous reste quand on a perdu toute valeur, et que une société qui n'a plus de sens est une société qui s'attache au fétiche de son drapeau, de sa patrie, et que cette névrose patriotique vient du fait que les gens ne communiquent plus, ne discutent plus, etc. Faire toute cette théorie, cette construction, et brandir 2 jours plus tard un drapeau ukrainien en appelant au salut du pays. Si vous voulez, euh, quand on est en présence de contradictions tellement spectaculaires, quand on est en présence de gens qui se disent antiracistes, mais qui vous demandent quand vous êtes blanc de ne pas vous montrer, ou de gens qui, au nom de la tolérance, défendent le droit pour les femmes de se baigner dans des cages, quand vous êtes en présence de phénomènes comme ça, d'involutions comme ça, ou de mésusage si spectaculaires de l'idée même de liberté, je crois, moi, aux vertus du rire, uniquement. Il n'y a plus que le rire qui marche. Il faut se marrer. Il faut de la provocation, il faut de l'humour, c'est-à-dire que, en réalité, le seul véritable danger qu'on ait à redouter, c'est l'autocensure, c'est la peur d'avoir des emmerdes. Et le renoncement à se moquer de ce qui, là-dedans, est profondément, définitivement risible. Merci. Pour conclure, une dernière Mhm. question. Vous avez publié des ouvrages à succès, vous êtes chroniqueur sur de nombreux plateaux, vous avez lancé votre propre revue. Où vous voyez-vous dans 10 ans? Dans 10 ans, Oui. aucune idée. Aucune idée. Je n'ai aucune idée de l'endroit où je serai dans 10 ans. J'espère pouvoir continuer à faire ce que je fais en réalité. Euh, et bah, la situation pour quelqu'un comme moi, elle est assez simple. C'est, ma vie est constamment partagée entre une, comme dirait Fitzgerald, une furieuse démangeaison d'écrire et des circonstances destinées à l'en empêcher. Le problème, c'est que les circonstances destinées à m'empêcher d'écrire sont aussi ce qui me permet de vivre. Donc j'espère avoir trouvé dans 10 ans une sorte d'équilibre plus acceptable pour moi entre ce que j'ai à faire et le temps dont je dispose pour écrire les livres que je porte. Des sujets qui vous inspirent? Oui, 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 quantité, oui, plein, plein. Mais ils tournent tous autour de l'idée de liberté, mais en réalité, ils ne tournent plus autour d'une idée. C'est plutôt des romans maintenant qui me hantent. Je vous remercie. Merci. Merci à vous.